Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui tout l'été profite de l'allongement des jours, de toutes ces heures libérées des contraintes étudiantes ou salariales pour réviser avec vous ces classiques et pas n'importe lesquels. Notre été sera consacré aux sagas, une poignée de familles de films qui nous sont chers, que nous avions envie de revisiter entre la sieste et la baignade. Ça s'y prête fortement bien et on va entamer cette remontée dans le temps avec un beau morceau puisqu'on va partir sur les traces de l'archéologue le plus cool qu'ait jamais connu cette pourtant bien austère profession. Je veux évidemment parler d'Indiana Jones dont on va causer avec un duo qui manie le fouet et la cinéphilie avec la même habileté. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Et Alexandre Arvaud, salut Alex. Bonjour Thomas. Je précise que nous sommes en public au Creatis à Paris à l'occasion de Binge Audio Summer Festival. C'est nos ciné spécial Indiana Jones et c'est parti. Les nazis, je hais ces gars-là. Voilà, un peu de cet inusable score pour se mettre en jambes sans coup férir. Messieurs, je vais vous demander, tiens, pour commencer tout de suite, quel est votre premier souvenir avec cette saga, à l'un ou à l'autre? Rafik, tu veux commencer? J'y vais. Donc, comme tu le sais, je suis un contemporain de Gloria Swanson, donc j'étais déjà presque un adulte. Un de ses meilleurs jeunes hommes. Ça fait partie des films que j'ai vus en salle dans mon enfance. Une des premières sorties seule, où j'ai le droit d'aller aussi. Tu as le droit d'aller tout seul. Je sais pas, je dois avoir, je crois, 10 ans et demi, parce que à cette époque-là, dans le Gay Paris, on laissait les enfants de 10 ans aller n'importe où. Ça a été important parce que pour moi, en tout cas personnellement, parce que c'est le film qui m'a vraiment éveillé à la cinéphilie, au sens où jusque-là, j'ai pensé que, comme tous les mômes, que les films, ils se faisaient tout seuls. Oui. Et c'est en voyant celui-ci. Alors, me demande pas pourquoi. Je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi. J'ai eu la conviction qu'il y avait des gens qui fabriquaient ce truc. Et donc, l'idée à la sortie du film, ça a été d'essayer de comprendre qui étaient ces gens-là. Et donc, alors à l'époque, la presse française ne faisait absolument rien sur les blockbusters. On peut pas imaginer à quel point ça n'avait rien à secouer. Donc, c'était super difficile de trouver des infos et des photos sur le tournage de ce film-là. Mais voilà. Et donc, quand j'ai vu ces deux barbus à lunettes de soleil avec leur chemise hawaïenne, je me suis dit alors apparemment c'est ça, le magicien qui fait ce genre de truc. Il faut porter des trucs un peu colorés. Donc. Et toi, Alexandre? Moi, c'est alors je suis un peu plus jeune que Rafik, donc je n'ai pas de souvenir hélas en salle, sauf le funeste souvenir de 2008 avec le quatrième. Mais donc mon premier Indiana Jones, c'est le Temple maudit. C'est pour ça que j'ai une certaine tendresse, mais on en parlera pour ce film-là, vu en VHS. Et c'est un film qui est d'ailleurs date de la même année, on a la même année de naissance. Et c'est à la fois c'est ma malédiction avec les productions Lucas avec Harrison Ford, puisque mon premier Star Wars c'était l'Empire contre-attaque. Donc voilà, je commence toujours par les deuxièmes, mais c'est moins gênant dans le cas d'Indiana Jones, puisque comme on le sait, le Temple maudit c'est une préquelle, donc ça se passe avant les aventuriers de l'Arche perdue. Et j'ai un souvenir un peu similaire sur le diagnostic, en tout cas sur les conséquences, que ce que vient de dire Rafik, c'est-à-dire que pareil, devant l'étalage de dinguerie visuelle qui est proposée pendant 2 heures en voyant le film, c'est vrai que tu peux pas, même quand tu es jeune, ne pas ressentir une curiosité vraiment très très forte en se disant mais comment ils ont fait ça. Et puis il y a surtout le film, il est connu pour avoir déclenché outre-Atlantique tous les débats autour de la violence qui ont amené après la classification PG-13, voilà, donc ce côté un peu bâtard, c'est pour les ados, pré-ados, mais attention quand même, il y a un peu de violence, etc. Et le film, je l'ai découvert, je crois, évidemment après Les Dents de la Mer, qui est pour le coup dans la catégorie choc enfantin par Spielberg, bon évidemment le summum indétrônable, vu beaucoup trop jeune, mais dans son rayon aussi, le Temple maudit se pose là, puisque il y a quand même des scènes d'un corps absolument incroyable, des cœurs arrachés à main nue, la fameuse scène Kalima, la fameuse scène du repas indien avec tous ces clichés un peu horribles qui avait fait controverse, mais le film est bombardé, parsemé de visions horrifiques, et puis à côté de ça d'un humour bon enfant, potache, etc. Donc ça fait partie de ces madeleines d'enfance qui marquent durablement. On commence par le premier, du coup, vu qu'on retisse toute la toile de la saga. Donc 1980, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Oui.
Bon, alors évidemment, la naissance d'Indiana Jones est sans doute antérieure. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde connaît à peu près la légende. On peut quand même voilà, Lucas vient de peu. terminer Star Wars. Il a plus un sou en poche. Il est convaincu que c'est le film qui va détruire sa carrière. Il a été invité par Spielberg, qui lui, ça va très bien pour lui. Il sort des Dents de la Mer et de Rencontre du troisième type. Pardon, Rencontre n'est pas encore sorti. Il sort des Dents de la Mer, donc ça va bien pour lui. Et donc, il décide de l'accompagner à Hawaï pour passer un peu quelques vacances, en se disant c'est peut-être mes dernières vacances avant très longtemps. Bon, il apprendra là-bas sur place qu'il est devenu riche parce qu'en fait Coppola lui envoie un télégramme lui demandant de l'argent. Et donc il se dit a priori mon film a dû mieux marcher que je l'imagine. Et donc c'est a priori sur la plage de Hawaï, en tout cas c'est comme ça que eux le racontent, que serait née l'idée de cet aventurier, puisque donc Lucas venait de prouver que une partie de la culture pulp des années 30 pouvait être ressuscitée pour un public contemporain, avec la space fantasy de Star Wars, et donc de se demander est-ce qu'on peut pas ressusciter autre chose de cette culture pulp qui nous a fait grandir. Et Lucas avait déjà réfléchi à l'idée de ressusciter les héros des serials République, oui. Qu'il voyait à la télévision quand il était môme, mais qui sont des serials qui dataient des débuts du parlant. Donc je sais pas si c'est besoin de resituer ce que c'était qu'un serial, mais à une époque où la télévision n'existait pas, en fait, c'était des séries, des mini-épisodes, à suivre, qui en fait obligeaient le public à revenir la semaine suivante, quel que soit le film à l'affiche, il pouvait revenir pour voir le serial. Et donc il y avait cette idée que chaque épisode se terminait sur ce qu'on appelle un cliffhanger, où il était accroché au-dessus du vide, et donc qu'adviendra-t-il de notre héros? Dans la culture pulp des années 30, on avait notamment un personnage emblématique d'aventurier qui était Alan Quatermain. Et il y avait eu une adaptation de Zorro modernisée aussi, qui va pas mal influencer certaines idées de Lucas, notamment une partie de la poursuite en camion des aventuriers vient de là, enfin du cheval contre le camion. Et donc ils se mettent en tête de se dire ah oui, ça serait marrant de ressusciter ça. Comment on l'appellerait? Alors comme on le sait, Lucas avait un chien dont il était très épris, qui avait servi de modèle au personnage de Chewbacca et qui s'appelait Indiana, et donc il a dit je verrais bien comme nom Indiana Smith, et Spielberg dit ah ouais c'est bien. Par contre il aime pas Smith, qui est en fait l'équivalent de Dupont aux États-Unis. Donc ils ont pris l'équivalent de Durand qui était Jones. Voilà. ça claquait mieux. Et en fait ce qui va se passer, c'est que à la Paramount, vers la fin des années 70, va arriver un monsieur, ça y est, son nom m'échappe, le futur patron de Disney dans les années 80. Bon Dieu, aidez-moi. Non, plus personne. Bref, le monsieur qui va être à Disney à la fin des années 80. C'était pas Bob Iger, pas encore. Non, mais c'était énervant. Bref. Alan Ladd non, je vais pas sortir mon téléphone pour aller Wikipédier là, mais bon. Je vais le faire pour toi, moi. Pendant que tu continues. Qui est un des premiers à sentir que le vent a tourné à Hollywood, que c'est fini l'époque de Bogdanovich et Bob Rafelson et compagnie, que maintenant on va revenir à du bon gros spectacle à l'ancienne. Et lui, son pari, il est simple. Il y a ce projet qui traîne par le réalisateur des Dents de la Mer et le producteur de Star Wars, que si je cumule les deux, j'aurai le méga carton de tous les temps. Donc Indiana Jones, le premier va être greenlighté très rapidement, avec un budget extrêmement confortable déjà pour l'époque, et pratiquement aucune ingérence du studio. C'est encore une production Lucasfilm, donc Lucas a aussi cette idée de ne pas laisser les costards cravates trop se mêler du truc, et il va peut-être aussi un peu servir de de grand frère protecteur pour tu l'as retrouvé. Est-ce que ce serait Michael Eisner? C'est Michael Eisner. Merci. Michael Eisner, qui plus tard lancera les carrières de Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Donc voilà, on a quand même au départ la décision d'un homme d'affaires, d'un pur affairiste, qui a flairé le bon filon, le bon coup. Ça va conditionner un peu l'accueil du film, surtout en Europe. Mais voilà, donc c'est lancé, et celui qui va amener l'idée de base du pitch, c'est Philippe Kaufman, qui à l'époque sort de son remake de l'Invasion des profanateurs de Sépulture.
et qui est complètement noyé à l'époque dans la littérature qu'on appelle crypto-archéologue. Tu sais, les grands bouquins à base de la pyramide est en fait un vaisseau spatial. Voilà, bon. C'est ça, ouais. Il adore ça, comme souvent les scénaristes adorent ces trucs-là. Et il a beaucoup bossé sur le mystère du Graal, tous ces trucs-là. Et donc, sur cette fameuse Arche d'Alliance, qui pourrait encore exister quelque part, peut-être en Tunisie, on sait pas, etc. Donc c'est lui qui donne un peu le pitch, le MacGuffin, on va dire. Mais celui qui va vraiment aider le projet à devenir un peu ce qu'on lui connaît, et puis surtout aider le personnage à prendre forme d'une façon à peu près un peu plus modernisée. Paradoxalement, c'est Laurence Kasdan, qui lui est un énorme fan du Hollywood des années 40 surtout, et qui va imposer cette idée de s'éloigner un petit peu de... Allez, je vais être méchant, de l'infantilisme. Moi, j'aurais dit les enfantillages plutôt des serials de République, pour plus aller fouiner du côté du Humphrey Bogart, du Trésor de la Sierra Madre. Oui. Et d'ailleurs, on aura... D'où le côté un peu hard-boiled de Indiana Jones. Et dans le look, de toute façon, d'Indy, il y a du Bogart clairement assumé. Il y a même une référence visuelle, puisque dans la séquence où il pense que Marion est morte, on le voit se bourrer la gueule à la table, et c'est pratiquement le même plan qu'un des plans d'ouverture du Trésor de la Sierra Madre. Et on le voit bien ça, puisque à une époque sur Internet, on pouvait trouver des extraits des séances de travail. Non, carrément un transcript de leur séance de travail, où ils étaient tous les trois, Lucas, Spielberg et Kasdan, avec une secrétaire qui prenait des notes, et tu voyais littéralement le truc prend forme au fur et à mesure, et ça pourrait être comme ça, ah non, ça serait un peu con, il vaudrait mieux que ça soit plutôt Bogart, plutôt Bad Boy, plutôt, ah non, mais et ainsi de suite, quoi. Il faudrait un blouson en cuir, tu les vois mettre en place les choses, c'est assez fascinant comme truc. Et du coup, en plus, à l'époque, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que dans leur discussion de travail, qui était effectivement extrêmement riche, je crois qu'on parle de dossiers de 600 pages collectés comme ça, de leur séance de brainstorming à plusieurs. Et il y avait déjà des idées qui ont été exploitées ensuite pour le Temple Maudit, notamment. Il y avait des envies de comédie musicale, il y avait des envies de poursuites qui ont été dans la scène d'introduction, dans le Shanghai reconstitué. Donc il y a tellement d'idées que finalement ils ont pu les recycler ils avaient après. De la matière pour plusieurs films dès le début. En fait, il fallait aussi se méfier de la tendance de Spielberg à vouloir trop en mettre. Il avait déjà fait ça juste avant avec 1941, qui est un film qui était beaucoup trop riche, qui a été un relatif échec. Et quand encore aujourd'hui le public a du mal avec ce film-là, qui déborde de tous les côtés. Et, ce qui n'empêche pas que 1941, on trouve plein d'idées qui vont servir à Indiana Jones ensuite. Avec l'avion, tout ça. Il y a des petites choses auxquelles on pense. Il y a un plan où Indiana Jones au Népal, on lui met la tête sur un bar et le bar prend feu et on voit un plan subjectif de la flamme qui arrive vers lui. Ça, c'était dans 1941, sauf qu'on le mec on lui mettait la tête sur un train électrique et il voyait le train électrique foncer comme ça. C'est exactement le même timing. Et il y avait aussi une scène coupée de 1941 où Slim Pickens était sur le point croyait qu'il allait être torturé. Arrivait Christopher Lee en officier nazi et il sortait une espèce de nunchaku et les autres étaient complètement terrorisés et il en faisait un cintre en fait pour son manteau. C'est une scène qui a été coupée, mais bon, il fallait absolument la recaser quelque part. Évidemment, c'était dans Indiana Jones. Même John Williams. Quand on écoute attentivement la musique de 1941, on reconnaît clairement les accents qui vont lui servir pour Indiana Jones, qui sont des accents assez explicitement korngoldiens, puisque donc j'ai parlé tout à l'heure du Trésor de la Sierra Madre, où là c'était plus une musique à Max Steiner sur ces films-là. Korngold, il est surtout connu pour avoir fait les aventures de Robin des Bois, l'Aigle des Mers, ce genre de films, ce qu'on appelle les swashbucklers. Il avait déjà servi de base musicale pour Star Wars. Mais c'est encore plus flagrant dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il y a vraiment notamment sur la poursuite en camion, le score. Vous retrouvez exactement la même chose dans l'Aigle des Mers si vous avez une chance d'écouter le score. Donc voilà, on est dans un film vraiment qui paye son tribut à toute une grande tradition hollywoodienne. Régénéré en fait, et c'est là où je parlais de paradoxe tout à l'heure, régénéré par un geste cinéphile, c'est-à-dire que ça en fait un film moderne au moment où il sort, par ce côté entre guillemets, on a tendance à trop utiliser ce mot, mais postmoderne en fait, c'est-à-dire on fait de l'ancien mais en sachant ce qui nous sépare de ça. Et donc du coup, le film n'est pas vécu
comme vieillot par le public qui le découvre à l'époque. Il y a un mordant qui est typique de la fin des 70s, en fait. Oui, et d'ailleurs, c'est un film qui va aussi déterminer un peu le ton de ce que vont être les blockbusters dans les années 80. Son influence est énorme. Au meilleur. Oui, meilleur, bien sûr. Et par rapport, j'y reviens aux idées jetées en vrac, comme Spielberg a tendance justement à en faire trop, et que Kasdan est un peu là pour calmer le truc. Spielberg voulait qu'un des personnages, on a un personnage de nazi dans le film, un blond, je sais plus son nom, un des généraux, qui fait pas grand chose. C'est celui dont le visage fond à la fin. Bref. Et celui-ci, au départ, il devait être armé d'un bras mécanique. Dont il se servait pour mettre des différents canons dessus pour tirer. C'était un gun en fait, son bras mécanique. Et là, pour le coup, on était vraiment dans du serial pulp à 300%. Et Kasdan faisait un peu la grimace. Il reste des storyboards du film avec ce mec avec son bras mécanique en train de tirer sur Indy. Finalement, ça n'a pas été conservé. Ça sera utilisé dans l'aventure intérieure. Avec le bad guy. Exact. Tu parlais d'ailleurs, tu parlais à l'instant des storyboards, et je crois, sauf erreur, que c'était l'un des films qui, pour l'époque, avait été l'un des plus préparés à l'avance, les plus storyboardés, parce que voilà, il y avait évidemment les contraintes logistiques, techniques, mais même c'était plus au niveau d'avoir une vision globale, comme tu disais, à la fois un certain classicisme dans les images qui évoquent d'autres souvenirs à base de références, mais qui en même temps utilisent à fond les techniques actuelles. Bon, il y a des matte painting formidables dedans, mais il y a aussi toutes les techniques que ILM venait de développer dans la foulée des Star Wars. Moi, récemment, je les ai revus là, les 4 récemment, et au hasard d'une recherche Google, je suis retombé sur concernant les aventuriers de l'Arche perdue, sur cette petite trouvaille qu'avait fait, c'est pas une trouvaille, c'est plutôt une création qu'avait fait Steven Soderbergh il y a quelques années, où il s'était amusé à prendre des extraits des aventuriers de l'Arche perdue, de les passer en noir et blanc, et d'en couper le son, couper les dialogues, remplacés par une sorte de musique atmosphérique, d'illustration, et c'était à visée pédagogique, et c'était uniquement pour... c'est un grand admirateur de Spielberg, Soderbergh, et c'était uniquement pour montrer par A plus B la force tout simple de la mise en scène de Spielberg, son côté chaque plan est réfléchi, chaque science du découpage, cette science du découpage et du montage de Michael Kahn qui est vraiment au cordon sur l'intégralité du film. Dès l'ouverture, de toute façon, on voit qu'il y a un maître à l'œuvre, avec une mise en scène qui est, je ne vais pas dire expressionniste, mais ultra expressive. On a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est une des présentations de héros les plus formidables de tous les temps, puisqu'on a toute cette séquence, alors évidemment avec la fameuse montagne de la Paramount qui se transforme en véritable montagne, mais où on voit en fait cette expédition et ce personnage mystérieux qui, surtout quand on voit le film en salle, qui est toujours flou au premier plan. On voit ses mains, on voit ses pieds, on voit jamais qui il est, et on voit tous ces gars en train de comploter dans son dos. Si vous regardez vraiment le film plan par plan, vous verrez même qu'au moment où il se sent menacé et qui sort son fouet, il y a un découpage quasi bédéphilique en fait, qui vise à filmer les différents moments de l'action sans jamais avoir le visage dans. Donc on a l'avant, l'arrière, bref, et on voit jamais le visage. Et ça n'est qu'une fois qu'il a jeté son fouet sur son ennemi et qu'il a désarmé, qu'on le voit sortir dans un nuage de fumée qui n'a aucune raison d'être là, au plein milieu de la jungle. Mais l'effet est saisissant avec en plus l'accord de John Williams qui l'accompagne. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ce personnage, c'est son introduction, et elle est d'une puissance incommensurable. Et c'est vrai que de par le poids que représente la saga, la franchise dans l'inconscient collectif, dans la pop culture en manière générale, on a presque tendance à oublier que c'est un film qui part de rien. Enfin, il est énormément influencé, on l'a dit, par les serials et par toute une littérature aussi diverse et variée. Mais c'est pas une adaptation de comics connue, c'est pas une adaptation de romans cultes, etc. Il y a énormément d'emprunts par-ci par-là, mais quand c'est la fabrication d'un personnage. C'est la fabrication d'un personnage et sur un souvenir, sur un souvenir collectif. C'est exactement ça. Et donc du sur coup, une évocation collective. Le fait d'accrocher à ce point-là le public à l'époque en n'ayant pas, certes, ça fait appel, ça exploite ces souvenirs-là, cette nostalgie de souvenirs de cinéma, de séances du matin et autres pour les spectateurs américains en tout cas, mais le fait qu'il ait réussi
réussi en 81 à marquer aussi durablement le public, à tel point que, on aurait peut-être pu en parler plus tard, mais vu que ça concerne le premier film, on peut en parler maintenant. Il y a cette fameuse histoire du fameux fan-film fait par un trio de camarades au fin fond de je ne sais plus quel état perdu aux États-Unis, qui ont recréé plan par plan. Ils n'ont pas fait un fan-film au sens adapté ou exploiter l'histoire, la recycler. Non, ils ont essayé de faire un remake plan par plan, et souvent par le souvenir, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de VHS ou de DVD sous la main, évidemment. Un remake plan par plan du film qu'ils ont mis plus de 30 ans à terminer, parce qu'il y a encore quelques années, il y a un documentaire sur leur aventure qui est sorti. Il est dispo sur Netflix, où ils avaient la scène du plan de l'avion, la scène de bagarre avec le nazi sur l'avion à la fin du film à refaire, parce qu'ils n'avaient pas le budget quand ils avaient 12-13 ans, évidemment. Et donc, qu'un trio de gamins ait été suffisamment fou et volontaire pour se lancer dans une telle entreprise montre bien l'impact qu'on peut avoir pour des jeunes. C'est d'autant plus admirable que, pour le coup, ces jeunes-là, qui donc avaient 12-13 ans en 81, eux, leur souvenir cinéphilique, c'est pas les serials des années 40, c'est pas quelque chose qui va titiller leur fibre. Alors peut-être qu'ils voyaient les Zorro de Disney à la télé, etc. Mais ça montre bien ce côté transgénérationnel que pouvait avoir le personnage dès sa sortie. Quoi. Oui, et transcontinental aussi, parce qu'il a eu un impact phénoménal un peu partout dans le monde. Oui, bien sûr, ça a été un carton, et évidemment vendu sur la base de Star Wars plus Les Dents de la Mer. Hein, ça, c'était sur l'affiche française, bien en évidence, etc. Par rapport à cette question de préparation là, dont tu parlais tout à l'heure par rapport au storyboard, il y avait aussi une gestion extrêmement économe de la figuration. Et on a des photos de Spielberg. Alors, il faut savoir que Spielberg souvent passe... les gens se souviennent pas ce que c'était qu'être un nerd dans les années 70, mais c'était vraiment pas bien vu. Hein, c'était une maladie congénitale. C'était mal. On a des plans de Spielberg avec des figurines type Matchbox, c'est les figurines de soldats romains ou grecs que t'as acheté, quoi. Des petits soldats qu'il a mis sur un décor qui représente en fait les fouilles archéologiques, et il est avec son viseur en train de préparer ses plans. Mais ce que tu vois quand t'es un adulte sérieux à l'époque dans les studios, c'est un gamin, quoi, avec dans sa chemise hawaïenne par terre en train de jouer avec ses figurines. Sauf que ce jeu de gamin couillon leur a fait économiser on ne sait pas combien de centaines de milliers de dollars et de jours de tournage, parce que surtout le tournage en Tunisie va être d'une rapidité absolument stupéfiante. Je crois qu'on est de l'ordre de la vingtaine de jours, enfin un truc absolument incroyable, au sens où même, enfin, de retour à la Paramount, un producteur va lever la voix, quoi, et gueuler sur Spielberg en lui disant mais vous n'êtes pas censé aller tourner en Tunisie, quoi. Et Spielberg lui dit on a fini, on est revenu hier. Comment, enfin, ça s'est mal passé. Le film, le film sera under schedule, donc prêt plus tôt. Même si le planning est serré, il va quand même le rendre plus tôt, et under budget. Et ça, c'est un truc auquel Spielberg va essayer de se tenir sur le reste de sa carrière. Il a tellement exagéré avec les films d'avant, qui sont Rencontre du troisième type, mais surtout 1941, que là, il est vraiment décidé à aller à l'économie. Et Lucas racontera plus tard qu'il était subjugué quand il le voyait au travail. Oui. Et notamment sur cette séquence de l'aile volante dont tu parlais, qui est une séquence, quand on y réfléchit, enfin, quand on pense en termes cinématographiques, c'est un cauchemar. Il y a deux personnages en train de se battre, un pilote, Marion, l'avion qui tourne, la citerne qui arrive et qui explose et qui entraîne du coup les flammes, etc. Enfin, tout ça, il faut le mettre en place, tout en rendant la séquence rythmée, fun, avec des gags, avec des surprises. Bon, t'imagines le bordel, quoi. Et Lucas était sur le plateau et il voyait Spielberg, mais c'était Rain Man, quoi. Il était en train de dire, alors là, la caméra ici, boum, là, on va prendre cet objectif pour le prendre ici. Donc, du coup, Marion, toi, tu arriveras là, on te verra pas au départ parce que tu seras flou derrière lui, et boum, bah. Ok, d'accord. et c'est emballé, c'est pesé, quoi. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse anecdote du combat de sabre qui devait opposer Indiana Jones, qui donc avait, Harrison Ford avait des crampes la chiasse, il avait tout simplement la chiasse, et bon, il avait réussi à convaincre Spielberg que ce serait bien de peut-être se passer de cette séquence là, et puis bon, franchement, il est en train de courir après sa nana, elle va pas prendre le temps de se battre au fouet. D'où le fameux gag du flingue qui fonctionne toujours, sur les gens qui n'ont jamais vu le film. Fait toujours rire les enfants.
Mais donc dans la trilogie, c'est celui qui est le plus rattaché à une certaine tradition hollywoodienne des années 40 en fait, puisque donc par la suite avec Indiana Jones et Temple maudit, on va complètement changer. Parlons de la suite. Alexandre a commencé à en parler tout à l'heure. 84, 3 ans après, le Temple maudit, effectivement, dès l'ouverture. On est dans une toute autre ambiance, quasiment de comédie musicale. Oui, c'est assez étonnant. Ça commence à Shanghai, donc en 30, non, c'est pas 38, c'est plus. C'est 35. C'est 35. Avec donc Kate Capshaw, qui viendra Madame Spielberg, et qui fait ce numéro de comédie musicale en mandarin, Anything Goes, dans un espèce de cabaret de Shanghai, sur fond d'échanges, artefacts contre je ne sais plus trop quoi. Et c'est une scène qui est d'une virtuosité absolument dingue, avec des différents enjeux. Donc il y a en gros un diamant qui traîne par terre pendant des scènes de foule, de danse, de panique, avec un antidote qu'il faut trouver pour qu'Indiana Jones se sauve, etc. Il y a une concentration comme ça d'enjeux dès les premières minutes. Les Indiana Jones, de toute façon, ils ont Lucas disait quand il avait commencé le film, il pitchait ça. Spielberg voulait faire un James Bond et Lucas se dit j'ai mieux que ça, on va faire autre chose. Mais il a ce point commun avec James Bond, outre le côté homme à femme, pas toujours très à l'aise avec la notion de consentement, etc. Mais il y a surtout ce choix d'avoir des scènes d'introduction ultra marquantes, un peu comme dans tous les Bonds. Et celle du Temple maudit, pour le coup, moi, vraiment ma préférée, pas seulement parce qu'il y a le côté Madeleine de Proust dont je parlais tout à l'heure, de l'avoir vu en premier, mais c'est qu'il y a une telle diversité de styles, de décors, etc. C'est en comptant du tout premier plan, avec encore une fois ce gimmick du logo Paramount incrusté dans le vrai premier plan, et qui devient un logo qui devient le gong en fait, qui fait lui référence au logo de la société britannique Rank Film, qui avait produit aussi beaucoup de films d'aventure dans les années 40, produits par Alexandre Korda notamment. Mais ça, c'est une référence qui pour le coup passe moins aujourd'hui, puisque la télévision ne diffuse plus de films de Rank depuis longtemps. Donc bref, juste pour finir ça, entre ce plan inaugural jusqu'à, mettons, le crash d'avion, une fois la première épopée, il y a quand même, je pense, facilement 15 minutes, facile, et c'est d'une densité complètement dingue. Et le Temple maudit, c'est un film qui est bizarrement... Alors je pense que c'est de manière un peu globale, jusqu'à la sortie du Royaume de Cristal évidemment, mais c'était, quand ça restait une trilogie, la franchise, je pense le moins aimé, le mal aimé. C'est pas sûr, hein. Mais je sais pas, c'était une sorte... C'est pas sûr. Moi, j'ai vu notamment dans la presse des gens qui marquaient beaucoup plus leur goût pour celui-ci. Enfin, je sais qu'un type comme Christophe Gans, par exemple, préfère de loin le Temple maudit. Et puis, il n'est pas le seul. Hein. Mais justement, pour ce côté un peu décontracté du slip que n'a pas le premier. C'est ça. Comme il est déconnecté, parce que c'est une préquelle, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça se passe avant les événements des aventuriers de l'Arche perdue. Donc à la fois on sait qu'il y a moins d'enjeux, on sait qu'Indiana Jones va s'en sortir, mais qui en douterait, mais il y a les producteurs, Lucas et Spielberg à l'époque traversaient des périodes assez difficiles au niveau relationnel, etc. Et Spielberg, dans beaucoup d'interviews qu'il a fait par la suite, lui, sans aller jusqu'à le désavouer, n'exagérons pas, mais ne se reconnaît pas trop dedans, disons sur la noirceur de certains thèmes, de certaines scènes, etc. Parce que c'est une rupture de ton quand même un petit peu par rapport à l'Arche perdue, qui même s'il y a un côté un peu sombre, un peu effrayant même par moment, là pour le coup le film est beaucoup plus noir, notamment sur les personnages d'enfants. Il a été très, très virulent vis-à-vis de ce film-là. Hein. C'est un de ceux sur lesquels il a le plus régulièrement pas daubé, mais on n'en est pas loin, au point où effectivement tout le monde se dit mais mec... tu peux être fier. Je sais pas, t'as fait Hook et Amistad quand même, quoi. Mais effectivement, oui, j'imagine c'est un film qui révèle un peu une partie de sa personne qu'il aurait préféré demeurer secrète, une partie noire en fait, un peu largement dépressive même. C'est pas sur le plateau qui va se mettre avec Kate Capshaw, hein. C'est en fait beaucoup plus tard. Mais leur relation effectivement va démarrer plus ou moins à cette période-là. Il y a pardon. Contrairement donc au premier, donc Kasdan n'est plus là. Au scénario, c'est Willard Huyck et Gloria Katz qui seront plus tard responsables en gros du plus grand film de l'histoire du cinéma, qui est Howard the Duck. Il a réussi à le placer. Et donc là, cette fois-ci, effectivement, l'esprit pulp est beaucoup plus présent, comme tu l'as dit, dans l'enchaînement
hallucinant de séquences d'anthologie, et puis dans l'aspect bédéphilique en fait du truc. Alors on sait qu'à l'époque de la promo des Aventuriers de l'Arche perdue, une partie des journalistes européens, notamment en France et en Belgique, l'avaient fait chier avec Tintin, qu'ils ne connaissaient pas. On peut penser que c'est après qu'il a commencé à feuilleter le truc. On n'a jamais su si c'était avant ou après, mais il y a de telles récurrences de Tintin et le Lotus Bleu dans les séquences à Shanghai, des cigares du pharaon chez le Maharaja, qu'on se dit c'est pas possible, il les avait lus à ce moment-là, très probablement, quoi. La relation entre Indy et 2001, c'est quasiment la relation entre Tintin et Chang, etc. Mais effectivement, ce côté décomplexé, bon, clin d'œil aussi, le fait d'appeler le club d'ouverture le Obi-Wan. Enfin, à l'époque où le film sort, Obi-Wan, c'est un nom qui est installé. Enfin, tout le monde sait à quoi ça fait référence, quoi. Tu as Dan Aykroyd qui déboule en quasi figurant, quoi, qui joue l'anglais qui les accueille à l'aéroport pour les emmener pour un geste qui ne sert à rien, puisqu'en fait ils sortent de la voiture et ils les accompagnent jusqu'à l'avion qui est à 2 mètres avant, hein, avant de lui dire on se retrouvera en enfer, Lao Tse, et fermer la porte, et là t'as le Lao Tse Airlines enfin ça, effectivement c'est bourré d'idées qui sont des idées de sale gosse hyperactif, mais il y a cette noirceur qui arrive dès l'arrivée au village indien, avec l'image de cet enfant quasi mourant qui revient là, comme on le voit sur un rocher. Enfin, moi, je me rappelle la première vision du film, je me dis c'est chaud quand même. C'est vénère. Et puis après, évidemment, il y a le coup du cœur arraché qui à lui seul va être responsable de la classification PG sortie, qui va retourner pas mal de. Mais le film est déjà c'est un succès aussi, encore une fois, plutôt bien accueilli dans mon souvenir par la critique. Pas trop de condescendance, justement parce que, comment dire, la critique accepte les films populaires quand, entre guillemets, ils ne se prennent pas au sérieux. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas péter au-dessus de son cul. Et celui-ci étant un pur ride, en fait. C'est-à-dire et il joue carrément avec cette idée-là, parce que déjà, la critique américaine, dit tous ces films ne sont que des roller coasters. Et t'as Spielberg qui fait bonne idée, roller coaster. On va en mettre un Faisons le chariot de la mine dans le film. Par contre, ce qui a été peu constaté à l'époque, sauf de certains critiques, justement parler de Gans et autres, c'est le rapport avec une certaine histoire du cinéma et les emprunts à Fritz Lang, notamment dans son doublé Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou. Si vous revoyez Le Tombeau hindou, il y a une séquence sous une statue de déesse indienne qui pourrait vraiment faire penser au Temple maudit. Donc il y a tout un esprit d'exotisme, exotica quasiment. À l'ancienne qui est vraiment bien assumé. Et d'ailleurs, je crois que en parlant de ce caractère exotique, il y avait eu petite controverse, pas qu'une petite. D'ailleurs, à l'époque, l'Inde avait refusé que le film soit tourné chez eux en ayant lu le scénario, compte tenu de l'image qui, à leurs yeux, aux yeux des autorités de l'époque, était catastrophique pour l'Inde. Donc, du coup, ça avait été tourné dans d'autres parties du monde. Ça avait, du coup, même à la sortie du film, évidemment, rebelote sur cette image-là. Et depuis, il y a eu aussi, quand on revisite un petit peu les films, on distingue des schémas, des tropes comme ça qui peuvent transparaître. Et c'est vrai que Indiana Jones et le Temple maudit est souvent cité dans cette catégorie de films qui, désolé pour l'anglicisme, mais vont faire partie de la catégorie du White Savior, en gros le sauveur blanc, où effectivement, avec une certaine parfois... pas condescendance, mais ce côté, c'est le blanc qui va aller apprendre à ces gens-là comment se défendre, etc., etc. Donc bon, le film se passe en 35 et datant du début des années 80, c'est vrai que c'était des questions qui à l'époque se posaient un peu moins. Tu me diras, ça n'empêche pas Matt Damon d'aller sauver la Grande Muraille il y a encore 2 ans, mais c'est vrai que désormais c'est des choses quand on les voit, ça n'empêche pas le film. C'est pas une raison pour jeter la lalie sur le film comme ça et le cracher dessus. Mais c'est vrai que c'est des schémas narratifs qui aujourd'hui seraient peut-être un peu plus pas critiquables, mais en tout cas critiqués. Voilà. Encore une fois, oui, tout dépend de l'époque à laquelle le film se passe. Là, on est en pleine Inde coloniale, donc l'idée qu'effectivement que les Indiens soient un peu pieds et poings liés d'une certaine façon par les autorités anglaises, qu'on voit dans le film, elle se justifie. Il y a aussi par rapport au jeu cinéphile, un rapport
amoureux à une certaine comédie, pas forcément slapstick, mais un certain sens de la comédie romantique parce que bon, je trouve que la comédie romantique est un des genres les plus mal servis de ces 3 ou 4 dernières décennies, au sens où il y a très, très peu de vrais cinéastes qui travaillent sur le genre. Et je vous invite à revoir toute la séquence où Indiana Jones et je sais plus son nom, Willy voilà, se prennent la tête, ils vont chacun dans leur chambre. Voilà, le jeu avec les portes, c'est du Lubitsch à 100%. Et à chaque fois que je vois cette séquence-là, je me dis pourquoi on n'a pas de comédie romantique filmée comme ça, avec un tel sens du tempo, tellement bien monté justement qu'il faut voir comment John Williams se fait plaisir. Quoi. C'est-à-dire qu'il a quasiment la partition qui se déroule pour lui, quoi. Et ça marche magnifiquement. Donc ça nous manque beaucoup ces choses-là. Notez aussi le travail vraiment soigné des effets spéciaux sur celui-ci, parce que encore aujourd'hui, je trouve que ça tient la route. Le palais du Maharaja n'existe pas. C'est une série de matte paintings qui, je trouve, font encore effet. Donc on parlait tout à l'heure du roller coaster, donc la scène des mines, qui est faite entièrement avec des marionnettes. Excuse-moi du peu, mais c'est pareil. Tu revois le film sur grand écran aujourd'hui. À part 2 ou 3 plans où effectivement il y a un bras un peu trop long, ça tient la route, quoi. C'est assez dingue. Le seul truc qui a toujours été, le seul effet qui a toujours été foireux, parce que ça faisait longtemps que Spielberg voulait faire cet effet-là, c'est celui du bad guy qui tombe dans le vide, et qui là, donc ça sent un peu trop le Ray Harryhausen, quoi. Mais on sait que beaucoup de cinéastes ont toujours été obsédés par l'idée de suivre un mec dans sa chute, quoi. Et à chaque fois, revoyez la fin de Robocop, c'est le même topo. À chaque fois, ça foire. Arrêtez, les gars. Ça ne marche pas. Il n'y a que McTiernan qui l'a réussi dans Die Hard, et puis c'est tout. Ce sera l'objet d'une autre émission. Il nous reste que 13 minutes pour parler à la fois de la dernière croisade et du crâne de cristal. On va faire 12 minutes sur la croisade et puis le crâne de cristal n'existe. C'est cette petite chose là. J'ai entendu parler de cette légende urbaine. Bon, alors, disons quand même, avant de dire 3 mots sur le crâne de cristal, disons non. Disons, on va en dire. On va en dire, hein, une bonne quinzaine autour de la dernière croisade, 1989, si je ne dis pas de bêtises. Dernier long métrage, on l'a pas cité son nom, je crois, sauf erreur, mais c'est le dernier long métrage du directeur de la photo de Douglas Locombe, qui était celui qui avait déjà photographié les 2 premiers. Donc c'est quand même, voilà, on a parlé de la mise en scène de Spielberg, des effets spéciaux d'ILM et compagnie, etc. Mais la photo est quand même absolument dingue. Et comme on l'avait dit plus tôt, il y a une diversité de genres, etc. Donc il y a une diversité, ça part de comédie romantique à comédie musicale, film d'action, etc. Donc il s'est fait plaisir, et comme c'est non seulement le dernier Indiana Jones qu'il a photographié, mais son dernier film tout court, même s'il est mort quand même longtemps après. Il est mort en 2016, je crois. Il commençait à devenir aveugle. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il a arrêté. C'est plus compliqué prématurément. Ça n'empêche pas Fabio Antoniente de faire des films, mais quand même. C'est vrai. Et donc voilà, c'était juste pour citer son nom, vu que c'est le dernier film auquel il a participé. Et un des derniers aussi tourné dans le désert d'Almeria, en Espagne, là où beaucoup de western spaghetti se sont faits. Et à cette époque-là, déjà, il n'y avait pratiquement aucun tournage en place, donc ils ont été vraiment contents de voir dérouler une équipe américaine aussi importante. Ça arrive à une époque où Spielberg n'avait déjà plus trop envie. Il s'est un petit peu poussé au derrière pour le faire, celui-ci. Il avait fait La couleur pourpre, Empire du Soleil. Il était déjà passé dans une autre dimension. Maintenant, évidemment, il fallait qu'il trouve un fil émotionnel pour pouvoir se reconnecter. Et ça a été évidemment la question de la paternité, puisque donc il avait eu son fils Max. Et souvent, quand t'as un enfant, ça t'oblige à repenser à ta relation que toi tu avais avec tes propres parents. Et sachant que les relations entre Spielberg et son père ont été complexes, pour dire le moins. Oui, voilà, je vous invite à revoir la relation entre l'enfant le plus âgé de la famille et son père dans Rencontre du troisième type, et vous comprendrez un petit peu à quoi ressemblaient les scènes chez Spielberg. Et donc voilà, c'était l'occasion de réviser un peu ça. Donc du coup,
le Saint Graal arrivait à point nommé pour leur permettre de travailler ce truc-là. Évidemment, l'idée de casting admirable pour quelqu'un qui a jamais pu faire de James Bond et qui l'a toujours regretté, c'était d'avoir Sean Connery dans le rôle. Et sur un contre-emploi incroyable, lui qui était le beau gosse séduisant, le bad boy des années. Il avait eu le temps de se réinventer parce qu'il a eu une traversée du désert quand même, le père Sean. Pour nous, Européens, il était déjà revenu dans Highlander, qui avait été un échec aux États-Unis, mais on s'était déjà habitué à ce rôle un petit peu de patriarche. Et alors, ensuite, évidemment, il va y avoir Octobre Rouge qui va définitivement l'entériner en nouveau capitaine Nemo. Mais la référence à Bond est assez amusante parce que les comédiens se sont fait plaisir au sens où il y a certains moments où Harrison Ford s'amuse à reprendre des mimiques de Sean Connery en jeune James Bond, en fait. Notamment quand il arrive à Venise, il fait un sourire qui est vraiment, c'est le sourire de Sean Connery avec le regard en coin. Il a un costard digne de James Bond. Tout à fait, ouais. Et River Phoenix, dans la séquence d'ouverture, s'amuse aussi à reprendre des mimiques d'Harrison Ford. Donc c'est assez rigolo de les voir se passer le relais comme ça. C'est vrai que c'est aussi l'introduction du jeune Indiana Jones. Oui, alors... De triste mémoire par la suite. Mais ça annonce un côté de George Lucas qui va pas tarder à nous faire souffrir ensuite. Mais effectivement, cette idée de se dire, il faut absolument maintenant tout expliquer aux gens, tout expliquer, faire une origin story où on s'aperçoit qu'en fait, tout va tout ce qui constitue le personnage, en gros, ça s'est fait en une matinée. Il s'est fait une cicatrice ce matin-là, il a eu un fouet ce matin-là, il a eu peur des serpents ce matin-là. Et il a gagné son chapeau. Il a gagné son chapeau. Donc c'est un peu épuisant. Enfin, je pense que ça, encore une fois, ça fonctionne quand t'es môme, ce genre de truc, il faut pas se leurrer. Enfin, je pense que les gens, pour le coup, toi, ton doudou, c'est Temple Maudit. Mais moi, je connais des gens. Le mien, c'est la dernière croisade. Voilà, tu vois. Ça marche très bien. C'est vrai que c'est insupportable quand tu réfléchis après à l'aune de la suite de la carrière de George Lucas, où effectivement il y a ce côté-là, expliquer tout à l'avance. Mais là, c'est tellement absurde. Enfin, le fait que, justement que ce soit dans l'espace de 3 heures, 10 minutes montre en main, presque, que les choses, c'est le temps d'une traversée dans un train qui conduit un cirque. Voilà, donc avec le truc de magie, le truc de serpent, etc. Le truc des fauves où il y a le fouet. C'est tellement absurde, c'est tellement concentré dans le temps qu'on peut pas le prendre justement de manière trop sérieuse. Donc ça, c'est ce qui fait passer la pilule. Moi, je suis d'accord, Sean Connery, c'était l'idée de génie du casting, d'autant que c'était pas si évident que ça, parce que je crois qu'il y avait genre 12-13 ans de différence d'âge entre Ford et Connery. Oui, il n'y a pas tant que ça de différence. Pourtant, on y croit totalement. On y croit sans problème. Le retour des nazis, qui ont encore une fois le mauvais rôle. Mais bon, c'est pas grave. Et pour le coup, la séquence dans le château, en fait, venait de, je vais pas dire de bêtises, mais c'était un truc qui devait être utilisé dans l'arche, hein, c'est possible, je crois que c'est possible. Comme c'est une suite quasiment directe, voilà, donc c'est assez logique. Non, je n'ai pas d'autre. Non, c'est bien, comme ça va. Mon fil de réflexion s'est perdu. J'aime bien le film, mais c'est un de ceux où il y a le moins de finition sur la trilogie, parce que c'est une trilogie, quoi que tu en dises. Je vais quand même forcer à dire un mot sur le 4e. On sent déjà, donc à la mise en scène, c'est pas qu'il est pas là, mais que bon, il va moins se prendre la tête sur certains. Quand tu vois la séquence de combat sur le bateau qui est en train de couler, par exemple, et que tu la remets en contexte avec la séquence dont on parlait tout à l'heure du combat autour de l'aile d'avion, on n'est plus du tout dans la même dynamique scénique. Tu parlais du train aussi, c'est assez platement filmé, toutes les séquences de baston autour du train, alors que courir sur les toits d'un train, c'est quand même censé être une aventure en soi. Il y a des plans, je me rappelle notamment en salle, il y a des plans qui font mal aux yeux parce qu'ils sont flous, littéralement un truc qui serait jamais passé avant chez Spielberg. Et enfin, en termes d'effets spéciaux, la photo de Slocum, on commence à descendre un peu dans les tonalités grises qui étaient pas là dans les premiers, qui étaient beaucoup plus colorés. Et dans les effets spéciaux, c'est une période de transition donc pour ILM. Où on commence à voir les limites en fait des effets optiques et où le numérique va bientôt faire son apparition. Et il y a des choses
toute la séquence en avion, ou même autour du dirigeable, enfin les lignes de maths autour des trucs, elles sont juste énormes. T'as l'impression d'être revenu dans les Disney des années 50, quoi. Donc, mais ça, c'est des problèmes de prod. Faut pas mettre ça sur le dos de l'équipe d'ILM. On va même pas mettre ça sur le dos du fait que c'était une femme qui était à leur tête sur Indiana Jones, la dernière croisade. Elle y est vraiment pour rien, la pauvre. Vraiment, on lui a pas facilité la tâche, quoi. Donc voilà, en termes de finition, moi je trouve que c'est un de ceux qui est le plus faible. Je sais que c'est ton préféré, Thomas. C'est mon préféré, mais c'est pas grave. Ses yeux de chaton. De chaton qui pleure. Pour la peine, vous allez devoir parler d'Indiana Jones et du royaume de crâne de cristal. Tiens, Alexandre, tu l'as revu ce matin? Oui, parce que j'avais vraiment rien de m'y à foutre. Vraiment que ça a foutre. J'avais vraiment que ça à foutre. Je l'avais pas revu depuis sa sortie, donc il y a 10 ans. C'est ça, 2008. Le film a bien vieilli dans le sens où il était acheté à l'époque et il l'est encore aujourd'hui. Voilà. On dit qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Voilà. Statue dans son caca comme Han Solo dans la carbonite. Non, c'est vraiment très mauvais. Il y a quelques moments qu'on peut sauver, mais c'est toujours. On parlait tout à l'heure par exemple dans l'intro du Temple maudit, des longues séquences où voilà, tu passes de décor en décor, etc., etc. Et la force de ces scènes-là, c'est qu'elles étaient réussies du point A au point Z. Là, le problème, c'est que tu as des scènes dans le crâne de cristal où tu as des longues poursuites, notamment celles dans la jungle avec les différentes jeeps, le camion, les combats de sabre. Il y a une générosité dans le script de David Koepp qui voilà, où on sent qu'il a voulu retrouver cette outrance avec vraiment la volonté d'en mettre plein la tête, plein les yeux aux gens. Mais là où avant Spielberg réussissait à maîtriser complètement l'intégralité de la scène, et ben là, pour plein de raisons différentes, ça peut aller des effets spéciaux, en passant par le jeu des acteurs, ou en passant par l'incohérence globale du truc. Sur une grande scène d'action, tu vas avoir quelques petits points, quelques petits plans, quelques mimiques qui vont être rafraîchissantes, réjouissantes, et le reste, complètement noyé, insupportable, une mélasse visuelle impossible, quoi. Graphique. Déjà, il faut rappeler que c'était au départ. Enfin, il y a eu plusieurs tentatives de rebooter la franchise. Dès les années 90, il y en avait certaines. Il y a un moment donné, on va avoir un Indy en Afrique qui ne s'est pas fait. Ce qui a un peu déclenché ce royaume du crâne de cristal, c'est l'intervention d'un fan d'Indiana Jones, un mec qui s'est lancé dans le cinéma par amour pour Indiana Jones, qui a commencé sa carrière sur Indiana Jones Chronicles, qui était donc Frank Darabont, qui dans les années 90 donc s'est révélé le réalisateur qu'on sait avec le succès énorme aux États-Unis du moins des Évadés, et puis ensuite La Ligne Verte, comme un des meilleurs scénaristes de sa génération. Et Darabont donc a décidé de faire un script non sollicité en fait d'Indiana Jones. Quand un des meilleurs scénaristes en activité qui passe des années à bosser sur son personnage préféré, qui lui a donné envie de faire du cinéma, on peut s'attendre à ce que le mec fasse du bon boulot. Donc, et ça a été le cas. Darabont leur a livré un scénario. Ce qui s'est passé, c'est que Harrison Ford et Spielberg se sont aussitôt appelés quand ils ont lu le truc, en disant putain c'est génial, faut le faire. Parce que ça faisait des années qu'ils en avaient envie. Ils en avaient marre que sur Internet tout le monde leur demande d'en refaire un. Ils étaient passés à autre chose. Mais là, le script leur a tellement plu qu'ils se sont dit ça vaudrait vraiment le coup de le faire. Et celui qui s'est mis en travers, c'est George Lucas, qui, à mon avis, là, c'est vraiment personnel comme avis, a dû se sentir qu'il y avait une tentative de ressusciter le personnage que lui, à l'époque, n'avait pas envie, en fait. Il aurait largement préféré passer le relais à un autre type de personnage, ou bien le jeune homme, ou bien une héroïne, mais en gros, en finir avec Indiana Jones. Or, le script de Darabont était vraiment construit de façon à faire renaître la légende, en fait. Et ça, c'est triste à dire, mais c'est ce qui a été mis de côté, au sens où ils ont gardé vaguement le pitch, en tout cas les lieux où ça se passe, mais en modifiant absolument tout le contenu. L'ouverture du film au départ, c'était donc la même séquence dans le désert, sauf que celui qui gueulait sur les jeunes qui écoutent du rock'n'roll, c'était Indiana Jones lui-même en fait, et c'était son collègue russe qui lui disait mais t'es con ou quoi, tu vis dans le meilleur pays du monde, on boit du Coca-Cola, il y a du rock'n'roll et toi tu râles, et en fait on découvrait un Indiana Jones amer quoi. Bref.
Et voilà, on est arrivé à la fin, mais c'est pas grave parce que c'était le film dont personne n'a rien à faire. Mais sachez quand même qu'il y a un 5e film en préparation. Oui, alors on l'annonce pour 2020. Oui, mais non, justement, figure-toi que cette semaine, on a appris que le tournage allait être décalé, peut-être même d'1 an. Donc la date butoir annoncée de 2020 ne sera pas tenue. D'accord. Ce sera pour les 100 ans d'Harrison Ford, peut-être. C'est ça. Ce serait sympa. Et allez voir sur sudouest.fr, il y a les coulisses du tournage à La Rochelle en 80. Du premier film. Du premier film, c'est exact. Et c'est les scènes de portuaire notamment du premier film. Merci à tous les deux, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique, merci à Créatis au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.